Bonjour à tous. Pour clore cette neuvième semaine placée sous le signe de la fête, j'ai demandé à Bernard Labayou de revenir me voir. Bonjour Bernard et puis merci d'avoir encore une fois répondu à mon invitation. Bonjour Déborah, bonjour à toutes et à tous, et le plaisir est tout autant partagé. Alors Bernard, lors de notre dernier entretien, on a parlé des 5 fameuses qualités pour un adulte qui ne sont pas toujours encouragées dans l'enfance. Et puis en fait, tu nous as en gros conforté dans une idée qui t'est chère. Peux-tu nous rappeler cette idée? Oui, je suppose que tu parles de vous avez tout ce qu'il faut, c'est bien ça? C'est ça. Et en fait, dans les extraits que tu proposes dans ton livre, il y a une légende en préambule. Et puis une légende, ça explique toujours mieux que mille démonstrations. Et cette légende, elle nous explique à quel point nous avons tous tout ce qu'il faut. Et je me suis dit que ce serait un beau cadeau pour les Éthiopiens que tu viennes nous la raconter. Écoute, pas de problème, je vous ai préparé ça, je vais vous la balancer tout de suite. À tout de suite. Ok, c'est parti. La légende des deux oasis. Quelque part, dans le Sahara, il y avait deux oasis distantes de quelques kilomètres. La première abritait une tribu qu'on appelait les Bédouins souriants. Les Bédouins souriants semblaient toujours contents de leur sort, avaient constamment le sourire aux lèvres, d'où leur nom, et faisaient la fête tous les soirs. Et quand ils n'avaient aucune raison de faire la fête, eh bien, ils en inventaient une. Dans l'oasis voisine vivait une tribu bien différente. On appelait ses membres les Bédouins mélancoliques. Les Bédouins mélancoliques étaient tristes du matin au soir, puis ils se couchaient et faisaient des rêves tristes. Le jour, ils travaillaient dur, mais ne se sentaient pas récompensés de leurs efforts. Du coup, ils ne faisaient jamais la fête, puisqu'ils n'avaient pas grand-chose à fêter. Au lieu de ça, ils faisaient le plus souvent la tête. Et quand ils n'avaient aucune raison de faire la tête, eh bien, ils en inventaient une. Cette différence de tempérament avait tout de même une explication bien concrète. L'eau. En effet, les Bédouins souriants disposaient d'une source abondante, leur fournissant à tout moment une eau fraîche, limpide et extraordinairement désaltérante. Au milieu de leur oasis, devant leur place des fêtes, ils avaient installé un ingénieux système comportant un tuyau se terminant par un robinet leur permettant de disposer de leur eau à volonté, tout en ayant la possibilité de l'arrêter quand ils n'en avaient pas besoin. Les Bédouins mélancoliques, quant à eux, ne disposaient d'aucune source dans leur oasis, ni même dans les environs d'ailleurs, se trouvant ainsi contraints de parcourir de très longues distances sous le redoutable soleil du désert pour trouver matière à s'abreuver, faire boire leurs bêtes faméliques et arroser leur maigre culture. Ils étaient très très malheureux de cet état de choses, mais ils s'y étaient résignés depuis longtemps. Or, il se trouva que parmi les Bédouins mélancoliques, un jeune homme répondant au nom de Badour décida un jour qu'il était grand temps de faire quelque chose pour changer tout ça. Il avertit le chef du village qu'il allait se mettre en quête d'une solution pour se procurer de l'eau aussi facilement que le faisaient leurs voisins les Bédouins souriants. Le chef du village lui répondit qu'à son avis c'était peine perdue, mais que si Badour avait envie de se défouler, il n'y avait aucun mal à cela, du moment que cela ne se faisait pas aux dépens des autres. Souvent, jeunesse est impétueuse, et il faut savoir lui lâcher la bride. Badour fut très heureux de recueillir l'assentiment du chef, et commença à réfléchir à un plan d'exploration. En fait, cela faisait longtemps qu'il y avait réfléchi. Il avait tout simplement l'intention d'aller espionner le soir même la tribu des Bédouins souriants afin de tenter de percer leur secret. Ainsi, à la nuit tombée, il partit se cacher parmi les roseaux bordant l'oasis voisine, afin de mieux observer les comportements de ces maudits Bédouins souriants. Ce qu'il vit alors le mit dans une rage folle.
Un grand nombre de ces bédouins s'étaient regroupés près de leur source et bavardaient tranquillement entre eux en attendant leur tour d'aller s'abreuver, tels de placides bureaucrates faisant tranquillement la queue dans la file d'attente de leur restaurant d'entreprise, à l'heure du déjeuner. Certains avaient pris avec eux des récipients de formes, de tailles et de contenances diverses, afin de pouvoir aller approvisionner leur famille tout de suite après. Près du robinet, un officiant était à la manœuvre, se contentant d'ouvrir et de fermer cet objet magique qui avait l'incroyable faculté de faire couler l'eau à volonté. « C'est trop injuste, » maugréa Badour, entre ses dents, pour ne pas se faire entendre depuis sa cachette. Dire que tous ces gens bénéficient d'une quantité d'eau illimitée, et ceci sans fournir le moindre effort. Il resta ainsi tapi dans les roseaux jusqu'à ce que tout ce petit monde soit retourné se coucher, ce qui représentait un temps très long à cause de la fête. Puis, il se faufila sans bruit jusqu'au robinet. Utilisant un coutelas qu'il avait pris soin d'emporter avec lui, il entreprit de trancher le tuyau d'eau juste en dessous du robinet. Puis, une fois son forfait accompli, il repartit en toute hâte avec son robinet sous le bras. Dans sa précipitation, il ne s'était pas inquiété du fait que le tuyau sectionné s'était mis à couler. Oh, peu lui importer. Il s'était emparé de l'objet magique et entend bien en faire profiter toute sa tribu au plus tôt. Alors c'est ainsi que, de retour dans son oasis, il passa devant toutes les tentes, en courant comme un forcené, en criant que ça y était, que tout le monde allait désormais pouvoir boire jusqu'à plus soif. Les gens n'avaient que se munir du récipient de leur choix, puis venir le rejoindre au milieu de la place des têtes. Les bédouins mélancoliques n'étaient pas très contents d'être ainsi réveillés en pleine nuit, mais enfin, puisque Badour leur disait qu'il avait réussi, ils finirent tout de même par s'exécuter. Pendant ce temps, Badour, tout excité, s'était installé au beau milieu de la place, muni de son robinet, qu'il refusait obstinément de faire fonctionner tant que tous les habitants de l'oasis ne seraient pas rassemblés devant lui. On alla donc secouer les derniers paresseux et autres sceptiques, et lorsque la tribu se retrouva au grand complet, tous retinrent leur souffle. Il est facile de deviner qu'au moment où Badour se mit en devoir de faire fonctionner son robinet miraculeux, seules quelques gouttes jaillirent, puis le phénomène cessa aussitôt. Et plus aucune goutte n'accepta de tomber de ce soi-disant objet magique. Tout le monde retourna donc se coucher en maugréant, non sans avoir décoché au passage un regard lourd de reproche, au minimum, à l'intention de l'intrépide mais bien inconséquent Badour. Celui-ci se fit tout petit face à l'hostilité ambiante, puis, une fois seul, sans s'appesantir davantage sur sa déconvenue, il entreprit d'aller de l'avant et de modifier son plan d'action. « Oh, il doit sûrement y avoir un détail qui m'échappe, » se dit-il. « Dès demain soir, je retourne là-bas pour voir de quoi il retourne exactement. » Et c'est exactement ce qu'il fit. À sa grande surprise, 24 heures seulement après son forfait, alors qu'il occupait de nouveau son poste d'observation tapi dans les roseaux, il put constater que tout semblait réparé. Au beau milieu de la place des fêtes des Bédouins souriants, un robinet flambant neuf était en fonction et régalait tout le monde de son eau bien fraîche. Alors ça c'est bien la meilleure, se dit-il. Leur robinet fonctionne à merveille, contrairement au mien. Il ne comprenait vraiment pas où son raisonnement avait pu coincer. Il tenta d'observer la scène plus attentivement. Et au bout d'un moment, son regard s'illumina. « Bon sang, mais c'est bien sûr, se dit-il. Il ne sert à rien d'avoir un robinet si on n'a pas de tuyau. C'est bel et bien le tuyau qui fait tout. Comment ai-je pu ne pas y penser plus tôt ?» De nouveau, il demeura tapi au milieu des roseaux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne en vue. Ce qui était encore plus long que la veille, car les Bédouins souriants semblaient fêter le retour de leur robinet avec un enthousiasme redoublé. Enfin, après le départ des derniers fêtards,
Badour put se faufiler sans bruit jusqu'au nouveau robinet. Cette fois-ci, pas fou, il prit bien garde de trancher le tuyau d'eau juste au niveau du sol. Puis, une fois son forfait accompli, il repartit en toute hâte avec son ensemble robinet et bout de tuyau bien serré sous le bras. Et cette fois-ci, il entendait bien que sa tribu entière puisse enfin réaliser quel jeune homme astucieux il était vraiment. De retour dans son oasis, il retourna successivement devant toutes les tentes et affirma haut et fort que cette fois-ci, ça y était pour de bon et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Effectivement, les Bédouins mélancoliques, tirés de leur sommeil pour une deuxième nuit, virent ce qu'ils virent, c'est-à-dire pas grand-chose. Cette fois-ci, le premier de la file d'attente put effectivement remplir un demi-gobelet d'eau, à cause de la petite quantité subsistant dans le bout du tuyau. Puis la coupure d'eau de la veille se produisit de nouveau avec une tranquille obstination. Et bientôt, tous furent bien obligés de constater qu'une fois encore, l'eau refusait définitivement de couler. Cette fois-ci, Badour ne dut son salut qu'à la rapidité de ses jambes. En effet, tous les villageois s'étaient mis à sa poursuite, tout en hurlant des choses dépassant de très loin le strict cadre de leur mélancolie habituelle, si vous voulez. Le chef de l'oasis se joignit même à eux et joignit sa voix à celle de ses administrés pour signifier à Badour qu'il était banni à jamais du village, et que jamais plus on ne devait le revoir passer à moins de 50 kilomètres de l'oasis. À moins qu'il ne tienne absolument à ressembler à un méchant morceau de tuyau découpé en fines rondelles. Badour en conçut une immense tristesse. Il s'était fourvoyé sur toute la ligne. Lui qui avait voulu percer le mystère de l'eau et du sourire, voilà qu'il était condamné à errer à tout jamais, à quémander sa pitance, très loin, au fin fond du désert, et surtout, à se passer du contact de ses semblables si ingrats, mais bon, il fallait les comprendre aussi. Jamais il ne s'était senti mélancolique à ce point auparavant. Et pourtant, question mélancolie, il en connaissait un sacré rayon. Au bout de 3 jours de cette vie d'errance, il prit la décision d'aller se livrer aux Bédouins souriants. Puisque je n'ai pas été fichu de faire le bien, puisque finalement je porte tort à tout le monde, qu'ils fassent de moi ce que bon leur semble. Dans tous les cas, je l'aurais bien mérité. Peut-être m'autorisera-t-on à réparer un tant soit peu les dégâts. Dans le fond, puisque je suis devenu un vaurien, ce ne sera que justice. 100 fois, il ressassa ses paroles sur le chemin de l'oasis des Bédouins souriants, et lorsqu'enfin arrivé, il se trouva devant leur chef, il les lui répéta sans en changer une virgule. Bien entendu, le chef des Bédouins souriants ne comprit pas un traître mot de toutes ces explications contrites. Badur lui déclara alors « Vous avez certainement remarqué qu'un misérable chenapan s'est mis en tête de détruire votre installation d'eau potable, et ceci à 2 reprises. Eh bien, ce misérable chenapan, c'est moi. » Puis, se prosternant à ses pieds, il ajouta « Faites de moi votre esclave, ou bien du tuyau en rondelle, ou bien ce que bon vous semblera, je l'ai bien mérité. » Au grand étonnement de Badour, le chef des Bédouins souriants éclata alors d'un rire sonore. Ce rire se transforma même bien vite en fou rire. Cet étonnant personnage se tapait bruyamment sur les cuisses, puis finit même par se rouler par terre, incapable de se contrôler. Tout ce bruit tira les autres villageois, auxquels leur chef parvint à grand-peine à relater toute l'histoire sans jamais cesser de hoqueter. Et bientôt, tout le village s'y mit dans un joyeux tintamarre de rire collectif. Badour n'y comprenait rien, mais alors rien. Il était devenu la proie des émotions les plus étranges qu'il eût connues de toute sa vie. Non seulement il ne lui arrivait pas de malheur,
Non seulement les foudres vengeresses n'avaient pas vraiment l'air de s'abattre sur sa pauvre personne, mais en plus, ses propres forfaitures, qui avaient provoqué la colère de ses concitoyens, ne faisaient que déclencher le rire de ceux qui, apparemment, en étaient les premières victimes. C'était à n'y rien comprendre. Lorsque le calme finit enfin par revenir, le chef s'essuya les yeux, le prit gentiment par l'épaule et lui donna enfin les explications qu'il attendait. « Tu vois, Badour, tu aurais mieux fait de venir tout simplement nous trouver. Nous aurions eu grand plaisir à te venir en aide. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. » Puis, après avoir traversé la place des fêtes, au milieu de laquelle brillait un troisième robinet, qui avait tout l'air d'être parfaitement opérationnel, il entraîna Badour vers une espèce de réserve où étaient soigneusement rangées des quantités de robinets, des tuyaux de toute taille, d'outillages servant à creuser et à entretenir des puits, ainsi que toutes sortes d'objets de même farine. Badour n'en croyait pas ses yeux. En même temps, il n'était pas au bout de ses surprises. En effet, le chef lui annonça quelque chose. « Tu vois, Badour, je vais te donner tout le matériel nécessaire pour que tu puisses avoir de l'eau à volonté, toi aussi, dans ton village. » Badour faillit en tomber à la renverse. De l'eau à volonté, dites-vous? Non seulement il ne lui arrivait rien de fâcheux, mais en plus, on lui proposait de réaliser enfin son rêve. Donc il en était tout chamboulé, et en même temps il avait du mal à y croire. Mais au grand chef des Bédouins souriant, même si, abusant de votre infinie bonté, j'utilisais votre matériel, jamais je ne pourrais trouver de l'eau dans mon oasis. Personne ne n'en a jamais trouvé. Mais bien sûr qu'il y a de l'eau dans ton oasis, c'est même certain. Si c'est une oasis, c'est qu'il y a des arbres, non? Et s'il y a des arbres, il y a forcément de l'eau. Les arbres sont beaucoup plus malins que nous. Ils savent toujours où l'eau se trouve. Si tu comprends ça, cherche près des arbres, tu trouveras forcément de l'eau. Il te suffit d'être persévérant. Allez, trêve de bavardage. Prends donc ce matériel que je te donne et va-t'en donc creuser chez toi. Tes amis en ont grand besoin. Ainsi fit Badour. Il rentra nuitamment dans son oasis, afin de passer inaperçu, le temps de se mettre à creuser tout près des arbres. Cela lui prit un peu plus de temps qu'il ne l'aurait cru. Plusieurs fois, il faillit renoncer, mais le chef des Bédouins souriants avait été formel. Il faut choisir un endroit approprié, puis creuser, creuser et creuser encore dans un état d'esprit d'attente favorable. Et à la fin, on trouve forcément de l'eau. Cela se produisit juste avant le lever du soleil. Tout d'abord, du sable humide, puis une petite poche d'eau. Puis la poche s'agrandit à mesure que le trou progressait. Le moment venu, Badour mit le tuyau en place, installa le robinet et enfin amorça la circulation de l'eau dans le tuyau ainsi qu'on lui avait indiqué. Après avoir vérifié une dernière fois que tout fonctionnait parfaitement et que l'eau coulait en abondance, Badour remit le sable en place tout autour du tuyau. La fontaine de l'oasis des Bédouins mélancoliques était née. Lorsque les premiers villageois se levèrent, ils reconnurent Badour, qui semblait les attendre. Se demandant s'il convenait de le chasser, ils s'approchèrent de lui avec méfiance. Mais, quand celui-ci leur donna enfin à voir un dispositif d'eau potable qui fonctionnait à merveille, ils changèrent d'attitude. Badour fut réhabilité sur le champ et même porté en triomphe. Quelques jours plus tard, le chef du village faisait de lui son adjoint. La mélancolie les avait quittés à tout jamais. Cette légende nous apporte au moins 2 enseignements. Le premier, c'est que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves, c'est de choisir un sujet approprié, puis creuser, creuser
et creusez encore dans un état d'esprit d'attente favorable. Le deuxième enseignement s'adresse à ceux dont la mission consiste à transmettre ou enseigner quelque chose. Si tel est votre cas, ne prenez jamais la grosse tête, même si vos élèves restent un jour pantois ou émus après une de vos démonstrations. Surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais que celui qui montre à l'autre comment fonctionne un tuyau, un robinet, ou que sais-je encore, mais qu'au fond, cet autre-là n'utilise jamais que l'eau et d'une manière plus générale les ressources qu'il possède déjà, quand bien même vous l'auriez aidé à les découvrir. En outre, il est juste et honnête de le lui dire. Et ben ça c'est chouette, oui, ben je crois que c'est l'occasion quoi, de ton côté comme du bien, des fois les idées se rencontrent. Bah écoute, je te remercie parce qu'en fait, je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est, voilà, il paraît qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des rendez-vous, mais il se trouve que de mon côté, mes lecteurs me réclamaient depuis longtemps une version vidéo de cette légende. Enfin, quand je dis longtemps, le livre est sorti en juillet, donc c'est pas si longtemps que ça. N'empêche que, on me dit souvent, est-ce qu'il existe une version vidéo de cette légende qui ouvre le livre en fait? Et puis je dirais oui, une autre fois, une autre fois, une autre fois. Puis quand tu m'en as parlé, je me dis, ben voilà, je vais le faire et puis je vais la tourner. Et comme ça, je me suis décidé à la faveur de ce MOOC de la tourner. Comme ça a été l'impulsion, voilà. Ça a été, j'ai arrêté de remettre à plus tard. Si bien que les spectateurs du MOOC vont être parmi les tout premiers à pouvoir la visionner. Voilà. Alors Bernard, est-ce que tu peux me raconter comment tu as découvert cette légende maintenant qu'on l'a entendue et vue? Alors, cette légende, alors c'est assez intéressant parce que on me l'a raconté alors que je faisais partie d'un groupe de développement personnel. J'ai longuement évoqué ça dans notre dernier entretien. C'était notre prof, notre enseignante qui nous avait parlé de raconter cette légende en direct au groupe où on était. Et j'avais trouvé ça vraiment très 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 intéressant. Et quelques années plus tard, quand j'ai écrit le livre, j'ai eu envie de la mettre par écrit en hommage à cette personne qui nous a raconté ça. Je vais dire son nom, j'aime bien dire les noms. Elle s'appelle Françoise Chollet, voilà, et je lui fais un petit coucou amical. Françoise, si tu nous entends, comme dit. Voilà. On vous salue. Mais alors, tu l'as réécrite, cette histoire. Oui, parce que ça fait partie de ces petites, les contes, on sait que c'est la tradition orale. J'ai cherché vainement une version écrite de cette légende-là. Peut-être qu'il en existe d'autres, on ne sait pas. Mais n'en trouvant pas, ben voilà, je me suis fendu de ma petite version écrite. En fait, l'idée, c'est comme ça venait dans un livre de conseil aux formateurs. Il me semble, moi, qu'une des toutes premières missions du formateur, c'est de balancer vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Parce que c'est une des premières craintes du participant, voilà. Je parle en salle et même à distance. Donc, j'ai vraiment envie de balancer de ça. Et plutôt que de me lancer dans les explications, j'ai expliqué pourquoi vous avez tout ce qu'il faut. Puf, je trouvais que cette légende, elle était vraiment bien, parce que moi, ça m'avait beaucoup touché quand je l'avais entendue. Je m'étais prise en pleine poire à l'époque-là. Et donc, j'ai eu à cœur Alors, c'est marrant parce que l'éditeur n'avait pas l'habitude du tout que les livres de la collection Fonction d'entreprise commencent par une légende. Mais ils ont vraiment joué le jeu, c'était très sympa. Ils m'ont dit, oh, c'est la première fois que ça se passe comme ça. Et en souriant, je leur ai dit que la prochaine fois, ça ferait la deuxième, quoi. Ça s'est bien passé, ils ont joué le jeu, ils ont accepté, et puis finalement, tout le monde trouve ça. Voilà. Donc, c'est une idée curieuse, mais voilà, ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Et voilà. C'est une idée qui va bien dans ton fonctionnement et ta manière d'aborder les choses, je crois. Oui, surtout qu'en plus, l'idée que j'avais dans la tête, c'était que le livre se ferme de la même façon, parce que comme ça s'adresse aux formateurs, je dis, vous, formateurs, maintenant que vous avez eu tout ça, non seulement vous avez tout ce qu'il faut, mais j'espère que vous en avez un peu plus. Et vous avez tout ce qu'il faut que vous balancez comme ça à vos apprenants. Et je vous souhaite d'en avoir pris un petit peu pour vous aussi, voilà, parce que ça transparaît, voilà. Parce que c'est pas parce qu'on dit à tout le monde vous avez tout ce qu'il faut qu'on est persuadé, soi-même, voilà, souvent on est le premier concerné dans les histoires de confiance en soi, et souvent, curieusement, c'est aussi pour ça qu'on fait ces métiers, tu vois, et franchement. Et donc, voilà, donc ça ouvre le livre et ça ferme le livre aussi. Et j'espère que ça fait des cascades, je sais pas si je suis clair, mais voilà, que vous avez tout ce qu'il faut, il se dit à tous les niveaux et qu'il se répand. En tout cas, j'ai vraiment envie
d'en répandre plein. Je m'y efforce, j'espère que ça le fait. Voilà. Ouais, je crois que ça le fait. Et je suis en train de repenser à notre dernier entretien, encore une fois, et puis aux commentaires des profs sur les bulletins de notes. Et tu m'avais parlé d'un journaliste qui a écrit un livre justement uniquement à partir de ces bulletins de notes. Oui, 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 oui. Alors ça m'avait bien plu quand j'ai vu ça. Donc ce monsieur s'appelle Jean-Baptiste Almeras, je ne connais pas du tout, je n'ai pas du tout qui c'est. Il a écrit un livre qui est constitué uniquement de remarques qu'il y a sur les bulletins de notes, les siens. Et le livre s'appelle Peut mieux faire. Voilà. Donc peut mieux faire, c'est la remarque absolument centrale dans nos souvenirs pour beaucoup d'entre nous d'enfance, sauf ceux qui ont toujours été au top et qui ne pouvaient pas mieux faire. Mais voilà, donc le bouquin s'appelle Peut mieux faire, ça m'a bien plu. Et on va essayer de mettre, j'imagine, des petits commentaires en bas de la vidéo pour renvoyer sur ce bouquin, sur tout ça, parce que j'en parle dans mon blog aussi, et je rends hommage à ce monsieur que j'aime bien. Je ne connais pas plus que ça, mais j'ai trouvé ça très rigolo, un livre. Puis c'était bienveillant parce que c'est pas commenté, il n'en a pas rajouté une couche, quoi. Il n'a pas dit gna gna gna, c'est pas fait du tout pour stigmatiser qui que ce soit, ni les profs, ni les parents, ni les élèves, on est bien d'accord. Mais voilà, c'était fait avec beaucoup d'humour. Et la grande qualité de ce Jean-Baptiste Almeras, c'est qu'il n'en a pas ajouté une ligne. D'ailleurs, dans les interviews, quand on lui dit vous êtes l'auteur de ce truc-là, il dit non. Je vous rappelle que l'auteur, c'est pas moi, c'est eux. Voilà. Et avec beaucoup de malice, il dit ça avec beaucoup de malice. J'aime bien l'esprit, j'aime bien comment c'est fait. Donc voilà, peut mieux faire, je trouvais ça marrant. Donc si vous avez trouvé rigolo les petites appréciations de bulletins de notes de la dernière fois, celles sur lesquelles on pointait pour chaque pétale de la fleur, et je suis sûr que vous trouverez rigolo ce livre, Peut mieux faire. Voilà. Oui, ça donne envie, ça a l'air compilé avec intelligence. Mais oui, effectivement, comme la dernière fois, on va mettre en lien dans le descriptif de la vidéo les quelques ressources qu'on aborde, même s'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, on va tout mettre. Cette fois-ci, ça va être la dernière fois qu'on se rencontre dans le cadre du Monkey-Tipa, en tout cas. Bernard. Bouh, bouh. On est quand même un peu triste, mais en fait c'était pour clôturer un petit peu l'entretien précédent. C'est vrai qu'on en avait eu envie un petit peu avant, mais on s'était dit ça va faire 1 heure, ça va être un petit peu long. Voilà, et puis finalement, en dernière minute, on s'est dit non, c'est chouette. Enfin, moi, je me suis dit que c'était voilà, ça clôture, c'est l'esprit de Noël, c'est Noël qui arrive, une petite histoire là, la veillée au coin du feu. Moi, je me dis que ça fait du bien à tout le monde. Voilà, je te remercie vraiment encore une fois, Bernard. On rappelle le titre de ton livre. Parce que la légende en est tirée, c'est construire et animer une session de formation, transfert de compétences, les clés du succès aux éditions Duno. Un peu plus, on se croirait chez Pivot, moi je vous le dis. Oui. Mais c'est bien. J'aimais bien regarder Pivot, mais c'est sûr que si tu avais ressemblé, je l'aurais regardé encore plus, il n'y a pas de problème. Ouais, je suis une grande fan d'Apostrophe. J'ai connu ces vieilles années de la télé. On vous en causera un jour. Bienvenue au club. Super, très bien. Merci beaucoup, Déborah. C'est gentil à toi de m'avoir invité, c'est vraiment adorable. Et puis, je salue bien sûr tout le monde, tous les gens qui nous voient en direct ou en différé. Je sais qu'il y a un petit peu de tout et je vous salue chaleureusement. Voilà. On vous salue tous, on vous dit à très bientôt. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Bon, on se la regarde cette vidéo ?